Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va changer un petit peu de type de vidéo sujet et je vais vous parler des 10 anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas sur Yu-Gi-Oh! N'hésite pas à t'abonner, on est en route vers les 4K et surtout active la cloche pour ne rien manquer de ce qui se passera sur cette chaîne. La carte la plus longue du jeu. L'une des remarques qui revient le plus de la part des autres joueurs de TCG, c'est que Yu-Gi-Oh! Est un jeu dans lequel les cartes sont de vrais pavés, des romans, des prix Goncourt, et c'est tout l'inverse des deux autres leaders du marché que sont Magic et Pokémon. En même temps, parmi ces jeux, certains n'ont jamais connu de cartes avec de longs textes, comme Magic par exemple. Encore aujourd'hui, le jeu est populaire avec des cartes et des effets très courts. Ou alors, certains jeux ont des tendances qui se sont inversées avec le temps, comme par exemple Pokémon qui à ses débuts avait des cartes avec effectivement de longs textes. Prenons exemple avec ce Togetic de Neo Genesis. Il contient 124 mots, mais c'est bien loin de notre champion dans Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, Pokémon est aussi passé à des cartes plus claires, plus concises et plus rapides à la lecture. Après tout, plus les effets sont courts et simples à comprendre, plus il est facile de prendre du plaisir et d'apprendre le jeu. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Voici Endymion, le puissant maître de magie. 212 mots. C'est le champion toute catégorie de la carte contenant le plus de texte en français. Il faut bien préciser que je vais parler seulement de la langue française. 212 mots, ça représente 1175 caractères. C'est un temps de lecture moyen de 1 minute, mais tout ça, c'est pas très parlant comme comparaison. 212 mots, c'est plus long que 2 paragraphes dans un roman comme Harry Potter. Sinon, ça représente 4 tweets de longueur maximale. Ou encore, c'est tout simplement plus long que les règles du Uno. Une seule carte Yu-Gi-Oh! Contient un texte plus long qu'une règle entière de jeu de société. Bref, c'est une vraie dinguerie. Mais si on regardait l'inverse, la carte avec le moins de texte. C'est une vidéo où vous allez pouvoir deviner, jouer en même temps avant que je vous donne la réponse, donc n'hésitez surtout pas à aller dans les commentaires, mettre un petit timecode. Je me marrerai pas mal, je pense, à regarder après cette vidéo les commentaires, voir qui avait bon, qui avait tort. Et tout de suite, justement, on va essayer de vous faire deviner. J'ai parlé quelques secondes exprès, voilà, vous devez certainement avoir eu le temps de poser votre petit com ou d'avoir la réponse dans la tête. La carte avec le texte le plus court de tout Yu-Gi-Oh! En français, c'est le pot de cupidité. Seulement 3 mots, 15 lettres, et pourtant, une vraie légende. Elle est si simple et pourtant si puissante. Même aujourd'hui, certains se demandent encore, mais pourquoi il est banni? Tout simplement parce que déjà, pour commencer, avoir une carte qui te permet d'en piocher 2 sans aucune contrepartie, dans un jeu en 2025 où une seule carte peut te faire démarrer tout ton combo, c'est un peu dangereux. Il a dû complètement s'adapter à son jeu, à son époque. À peine 1 an après sa sortie, en 2003, il est déjà limité à un seul exemplaire. Et pourtant, les decks combos à cette époque sont bien loin d'exister, en tout cas dans la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Mais en septembre 2006, la sentence tombe. Le pot de cupidité est mis au placard et il n'en sortira jamais. Et pourtant, son héritage perdure encore aujourd'hui. Il fait vraiment partie de l'ADN du jeu, tellement que Konami en a édité des tonnes de versions alternatives. Il existe exactement 11 variantes de cette carte et la plus récente est sortie en 2021. Le pot de la prospérité permet de regarder jusqu'à 6 cartes du dessus de ton deck et d'en ajouter une à ta main. Et c'est trop fort, tellement qu'à peine 3 ans après sa sortie, lors de la banlist de septembre 2024, il est limité à un seul exemplaire. Mais comme tu as pu le voir dans le cadre de l'effet, il y a des contreparties. Les dommages que tu infliges à ton adversaire après l'activation de cette carte sont divisés par 2, et surtout, tu ne peux plus piocher. Le pot de dualité t'interdit d'invoquer spécialement, le pot des désirs te demande de te séparer d'un quart de ton deck, et le pot de l'extra te demande de sacrifier 1 à 2/5 de tes options de combo. Bref, la pioche, c'est trop fort, mais ce n'est pas la première carte à avoir été évincée du jeu. Les premières cartes bannies. La première vraie banlist de l'histoire, donc celle qui va t'interdire de jouer des cartes, n'est pas arrivée tout de suite. Elle paraît en mars 2004 et va mettre à l'ombre 10 cartes. Parmi elles, on a de puissants clean boards comme Raigeki qui va raser tout le terrain de l'adversaire et détruire tous ses monstres, ou encore Plumeau de Damarty qui va l'empêcher de jouer ses magies et pièges. On va aussi retrouver des power cards qui pouvaient trop facilement retourner le jeu complètement à elles seules, comme par exemple Changement de cœur ou Fiber Jar, qui était totalement débile. C'est juste un full reset qui remettait complètement la partie à 0. Mais parmi toutes ces cartes, dans la banlist à cette époque, il y en a une qui pourrait attirer l'attention d'un joueur moderne. Si vous n'étiez pas joueur compétitif en 2004, vous pouvez vous demander mais pourquoi il y a Yatagarasu dans cette ban? Petit monstre de niveau 2 avec des statistiques très faibles, pourquoi il est enfermé à double tour dans cette banlist? C'est tout simplement parce qu'il est à l'origine du tout premier combo le plus toxique du jeu,
la Yata-Lock. Le concept, c'était plutôt simple. Il fallait résoudre l'effet d'origine du dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement, qui vidait les mains et terrains de chaque joueur, et au moment où cet effet est activé, il fallait absolument avoir une sorcière de la forêt noire ou un Sangan sur ton terrain, pour ensuite, à la résolution de la chaîne, tuto Yata-Garasu, l'invoquer et tout simplement attaquer. À partir de ce moment-là, son effet s'applique, l'adversaire va être obligé de sauter sa phase de pioche, et au final, il ne pourra tout simplement jamais remonter dans la game. Les dernières options qui s'offrent à lui, c'est d'abandonner ou de patienter jusqu'à ce que Yata-Garasu picore les quelques miettes de points de vie qui lui restent. Les cartes qui n'ont jamais été imprimées. Alors oui, ça existe. Mais je vais pas vous parler de cartes précises du manga. Non, non. Petit à petit, depuis quelques années, Konami rattrape son retard vis-à-vis de l'œuvre originale. L'entreprise japonaise décide enfin d'éditer sur du carton ce qu'on a vu sur du papier. Pas plus tard que la dernière display en date, Alliance Insight, Intuition de l'Alliance, nous en montre un bon exemple. Ça nous introduit les cartes monde féerique de Luna ou Ruka, c'est un personnage de Yu-Gi-Oh! 5Ds. On pourrait aussi parler de cartes qui étaient présentes dans l'œuvre originale, mais dont les effets ont été un peu tronqués, voire même qui sont totalement différents des effets qu'on peut observer dans l'anime. Dans cette catégorie, carte d'exécution est un très bon exemple. Dans l'anime, son effet permet à l'utilisateur de piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main et seulement après 5 tours d'envoyer toute sa main au cimetière. La version sortie dans la réalité, bien évidemment, est beaucoup moins forte. La contrepartie de l'effet est beaucoup plus violente et surtout beaucoup plus rapide. On pioche jusqu'à avoir 3 cartes dans la main et non 5, et à la fin du tour actuel, notre main entière part au cimetière. En bonus, l'adversaire ne prend aucun dommage de combat après l'activation de cette carte, et pour rajouter une contrepartie négative, après avoir fait cet effet, on ne peut plus invoquer spécialement le reste du tour. Bref, il y a un monde de différence entre la version animée et la vraie. Mais ce dont je veux vraiment te parler, c'est les cartes qui ne sont absolument jamais sorties chez nous. Dans cette catégorie, une carte est à part. Permets-moi de te présenter le grand créateur. Olakti, le créateur de la lumière, le monstre ultime invoqué par le pharaon dans la 5e saison de Duel Monster. C'est tout simplement le dieu toute chose. Rien que ça. Tu l'invoques en sacrifiant les 3 dieux égyptiens, Slifer, Obélisque et Ra, et lorsqu'il arrive sur le terrain, son invocation ne peut pas être annulée, et tout simplement, tu gagnes le duel. Cette carte est ultra rare. Littéralement, je te jure. Elle était offerte uniquement au Japon en 2012 à l'occasion de la sortie du livre Yu-Gi-Oh! Duel Art de Kazuki Takahashi. Konami avait organisé un concours lié à ce livre et seulement 10 000 exemplaires de la carte ont été édités au Japon. Tous numérotés individuellement bien sûr, jamais réédités et non utilisables en duel. On a donc une carte qui n'a jamais été imprimée chez nous et concrètement qui n'est même pas jouable. Mais justement, on va continuer à parler d'impression avec la carte la plus imprimée. Encore une fois, je vous laisse quelques secondes avant de trouver la réponse et... Top! Je suis un monstre emblématique de la licence, je suis jugé par Seto Kaiba, je suis invoqué dès le premier épisode de la saison 1 de l'anime Monster Duel, je suis... Le dragon blanc aux yeux bleus, bien sûr. Ah oui. Bref, c'est totalement une folie parce que cette carte existe en 48 versions différentes en TCG. Il faut bien préciser quand même. Si on rajoute les versions OCG, alors là, vous passez à plus de 60, 70, je sais pas, mais beaucoup. Je suis pas allé voir. En TCG, je peux vous dire que ces 48, c'est déjà énorme. Je vais vous donner un bon exemple, mais récemment, Yu-Gi-Oh! A fait une collaboration avec une marque japonaise de shampoing qui s'appelle Sunstar, et dans chaque coffret, vous retrouvez un dragon blanc aux yeux bleus. Mais il y a aussi eu la collaboration avec la Poste japonaise, la version du Tokyo Dome à l'occasion d'un gros événement Yu-Gi-Oh! Au Japon. C'est vraiment la carte la plus rééditée et la plus déclinée de toute l'histoire du jeu. Mais c'est aussi celle avec le plus de raretés différentes de tout le jeu. Il y en a 17 pour être précis, et je vais vous en donner la liste exhaustive pendant que je parle rapidement. On a bien sûr Commune, Super, Ultra, Secret, Gold Ghost, Ghost, Ultimate, Gold Rare, Gold Secret, Ultra Dusa, Gold Rare Premium, Secret Rare Prismatic, Ultra Rare Pharaonique, Ultra Rare Duel Terminal, Secret Parallèle Rare QCR, Platinum Secret. Pardon, c'était un peu beaucoup. Et de toutes ces raretés que je viens de vous énumérer, il y en a 2 principales qu'on connaît ces dernières années, qui manque à l'appel. On n'a toujours pas de dragon blanc aux yeux bleus en collector rare et toujours pas de dragon blanc aux yeux bleus en Starlight rare. Bien sûr, encore une fois, tout ça c'est en TCG, mais on peut aussi noter l'absence de certaines raretés spéciales comme les Shatterfoil, les Mosaic Foil, les Starfoil, etc., etc. Le personnage de Pegasus, en réalité, meurt. Entre l'anime et le manga, il y a un monde. Ça, on le sait. Des tonnes de choses sont montrées dans les pages du manga Yu-Gi-Oh! Qui ne seront jamais représentées sur nos écrans. Ou alors elles le seront,
mais avec une belle censure. Les exemples les plus connus se voient très tôt, dès le premier arc lors de l'île des duellistes. À un moment, Kaiba est encerclé par les hommes de Pegasus, et au lieu d'avoir des pistolets en main, ils le braquent avec leurs doigts. L'image, elle est vraiment connue pour son ridicule, en même temps on est vraiment dans les jeux de la cour de récré quand on était gamin. Mais ces différences, elles sont souvent plus importantes qu'un simple camouflage d'armes à feu. Là, on parle carrément de la mort d'un personnage clé, Pegasus J. Crawford. Au chapitre 133 du tome 15 de l'œuvre originale, normalement, il meurt. Bakura profite de sa défaite contre Yugi et de l'impact psychologique terrible qu'elle a sur le créateur d'Illusion Industries pour le confronter dans un duel du Millennium, où le perdant meurt en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le Royaume des Ombres dans l'animé existe seulement pour camoufler ce genre de scène. Ça rend l'histoire diffusable et beaucoup plus digeste pour des enfants. Avoir son âme prisonnière d'une dimension parallèle imaginaire, c'est beaucoup moins violent qu'une mort simple et définitive. Le duelliste le plus fort du jeu. Si je te demandais aujourd'hui, d'après toi, qui est le joueur Yu-Gi-Oh le plus fort? Quel est le nom que tu me donnerais? Si on me posait la question avec mes connaissances actuelles et comment je m'informe au niveau du jeu, je dirais Jesse Cotton ou Joshua Schmidt. Ils sont tous les deux très forts et ont de nombreuses victoires dans les gros events. Mais après des recherches beaucoup plus poussées, il se trouve que le meilleur joueur de tous les temps, c'est Shunsuke Izama. Enfin ça, c'est seulement au niveau mondial. Ce japonais est le seul joueur de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh à avoir été champion du monde 2 fois d'affilée. Un palmarès hors norme qui commence en 2014. À ce moment-là, il atteint la 2e place du championnat du monde grâce à son deck Traptrix Artefact. En 2015, c'est la consécration, il réalise le rêve de très nombreux joueurs méta, il devient champion du monde grâce au Sattel Chevalier. Et surtout, en 2016, il atteint le statut de légende vivante. Il devient champion du monde pour la 2e fois d'affilée, mais cette fois-ci, avec le deck que tout le monde rêve d'emmener au sommet une fois de plus cette année, le dragon blanc aux yeux bleus. En 2017, sa suprématie s'estompe et s'efface petit à petit, et pourtant, il termine entre la 5e et la 8e place du championnat du monde. Malheureusement, j'ai pas pu trouver sa place exacte, ni le deck qu'il a joué à l'époque. Ce qui est assez fou chez ce joueur, dans son profil compétitif, c'est qu'avant le championnat du monde de 2014, il avait quasiment aucun top à son actif. Mais en réalité, Shunsuke est le plus grand duelliste du championnat du monde. Mais ce n'est pas pour autant le duelliste le plus fort du monde. Purement en termes de statistiques et de gros top, on a 2 duellistes qui le surpassent de très loin. Je vous en ai parlé plus tôt, mais il s'agit de Jesse Cotton et Joshua Schmidt. Ils sont un peu en coude à coude en termes de stats, mais si je dois prendre vraiment froidement et objectivement toutes les statistiques de leur carrière, il y en a un qui surpasse l'autre. Je te laisse quelques secondes pendant que je parle, je te laisse faire tes petits pronos dans les commentaires, tu devrais avoir eu le temps. La réponse, c'est Jesse Cotton. En prenant les chiffres actuellement, ça donne ça. Jesse Cotton, c'est 7 top 1 en YCS, 2 top 1 en USD, 1 top 1 sur le championnat du monde de Master Duel et 1 top 2. 25 tops en YCS de top 2 à top 32. Son début de carrière compétitive date de 2012 et son dernier top en date remonte au YCS de Las Vegas en mars 2025. Pour un total de 51 tops dans sa carrière de duelliste. Joshua Schmidt, lui, n'est pas en reste et a aussi une très belle carrière avec 4 top 1 en YCS, mais par contre 0 en USD, un top 1 sur Master Duel au championnat du monde et un top 2, 24 tops en YCS de top 2 à top 32, un début de carrière compétitive aussi en 2012, mais dans son cas, son dernier top remonte en décembre 2024 au YCS d'Aenheim. Au total, il a 48 tops à son actif. 51 contre 48, Jesse Cotton l'emporte. Des fautes d'orthographe gravées dans l'histoire. En TCG, et plus particulièrement en France, Konami a un gros passif avec les fautes d'orthographe dans le nom de ses cartes. Je vais t'en parler de 3 qui ont marqué une période de Yu-Gi-Oh! Ou tout simplement une méta spécifique du jeu. Infini Éphémère, c'est une des meilleures entrappes du jeu qu'on retrouve encore aujourd'hui en 2025 dans de très nombreuses listes. Et pourtant, elle a été éditée 4 fois avec une faute d'orthographe, où on pouvait lire Infini Éphémère. Pour une carte présente dans tous les decks depuis 2018, lors de sa sortie dans les Flammes de la Destruction, ça la fout un peu mal. Il faut attendre 4 ans pour que la carte soit rééditée avec le bon orthographe dans les expertes fantastiques. Sinon, je vais vous parler de ma petite preuve de cette anecdote, vu que je l'ai joué pendant longtemps, le dragon de compagnie de Damarpi. Et non, je ne te parle pas du boss monster de My Valentine. Le problème, c'est que normalement, son vrai nom, c'est la tempête de plumes de Damarpi. Et c'est plus logique, parce que ça colle complètement avec son artwork déjà. En tout cas, la carte a été éditée 3 fois avec cette faute, et elle est pas banale, parce que franchement, c'est carrément tout le nom complet qui est pas bon. Pour la dernière carte de ce trio récent, je vais te parler d'une staple sortie en 2020. À cette époque, l'ascension du duelliste, c'est une vraie révolution. À sa sortie, cette carte, elle est jouée dans les decks contrôle, dans les decks combo, dans les miroirs match, bref,
partout. Sauf qu'en VF, son nom, ça donne le talent des triples Tacitk. 2 lettres ont été inversées, ce qui est un peu dommage. Au début, ça donne des scènes un peu comiques, mais sur le long terme, on a aussi vu des joueurs qui en abusaient. Par exemple, imagine que tu joues Prohibition, toi tu prononces talent des triples tactiques, et bah ton joueur il va jouer sur les mots, il va dire bah non, ta carte c'est pas bon, t'as pas déclaré la bonne, parce que en réalité, ce qui existe, c'est le talent des triples Tacitk. Tu calls judge, et le judge va donner raison au joueur de mauvaise foi. Oui, c'est une vraie anecdote que je te raconte. Bref, là encore, il va falloir attendre Mama en 2022 et Konami corrigera enfin, après 2 éditions, cette grosse faute de frappe. Tout ça, c'est pour vous montrer que même les cartes les plus fortes ne sont pas à l'abri d'une coquille. On n'en trouve plus d'aussi évidentes, mais parfois l'erreur se trouve ailleurs. Récemment, on pourrait par exemple parler d'une erreur de traduction dans l'effet du dragon Éther-Beryl Primite qui te disait que tu pouvais faire son effet à chaque stand-by phase, c'est-à-dire même celle de l'adversaire. Alors que non, ce serait beaucoup trop fort, c'est seulement pendant la tienne, ce qui a donné lieu à un errata d'urgence de la part de Konami. Comme quoi, on est encore loin d'avoir un jeu parfait en termes de traduction, que ce soit du nom ou des effets. Le monstre avec le plus de texte de lore. Alors là, il va falloir que tu m'écoutes bien, parce que vraiment, en faisant cette partie de l'anecdote, je m'attendais pas du tout au résultat après mes recherches. De tête, je pensais vraiment qu'Artorigus, le chevalier noble, était un bon candidat au titre de carte avec le plus long texte de lore, c'est-à-dire qui sert au développement de son histoire. Mais j'ai vraiment beaucoup sous-estimé un univers en particulier que Yu-Gi-Oh! Adore mettre en avant ces dernières années, la bouffe. Bah ouais, attendez, depuis quelques années, Konami, ils ont faim. On a une nouvelle, par exemple. Et crois-moi, la carte qui contient le record de texte de lore le plus long, elle met une vitesse à Artorigus. Notre protagoniste préféré de la légende arthurienne, en termes de stats, c'est 300 caractères, 51 mots et 5 phrases. Mais alors écoutez bien, Bateau Sushi Shari, c'est un putain d'autre niveau. 815 caractères, 141 mots, et 7 phrases. Ce qui m'extermine plus que tout, c'est que d'un côté, on a une belle fable poétique avec des rimes qui racontent une légende, et de l'autre, on a un putain d'avis TripAdvisor. Non mais vraiment, la tournure de la phrase laisse planer le doute un petit peu au début, mais c'est juste un gars qui allait s'envoyer un plateau de sushi et qui tape la discute avec le chef derrière. Sans déconner. Ils ont fait fort. Non franchement bravo, c'est bien écrit, c'est crédible et tu pourrais totalement trouver ça dans un avis Google. Les premières misprints de l'histoire. Le savais-tu, 2005, c'est l'année du misprint. Et ça, c'est la faute à une extension, Dark Beginning, première du nom. Dans cette boîte en particulier, on a vu apparaître un nombre faramineux de misprints. Les défauts d'impression changeant le teint de la carte, les bordures qui sont mal découpées, tout ça, c'est des défauts bien mignons. Mais comparé à une carte qui a pas du tout le bon nom, c'est vraiment des détails. Regarde par exemple ce crâne invoqué Toon qui s'appelle Charité Gracieuse, un monstre avec le nom d'une magie. Les misprints que je trouve complètement folles aussi, c'est les cartes qui ont le bon nom, oui, mais qui n'ont pas le bon effet. Regarde par exemple ce livre de la lune de la collection légendaire de Yugi, LCYW, qui te dit que tu peux échanger le contrôle d'un monstre que tu contrôles avec un autre possédé par l'adversaire. Pour les connaisseurs et les joueurs rétro, vous aurez capté, c'est l'effet de la carte permutation de créatures. Après, il y a d'autres types de misprints qui sont un petit peu plus discrets, mais pas pour autant moins stylés. Par exemple, sur la carte puissance de Gaïa, on va avoir un logo de magie d'équipement, alors que c'est une magie de terrain. Bref, les misprints c'est trop cool, et c'est sur ça que va se terminer cette vidéo. Dis-moi si tu as bien aimé ce concept, si tu en aimerais d'autres, j'ai encore beaucoup d'idées, on pourrait faire 10 anecdotes sur l'anime, 10 anecdotes sur les mangas, hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a beaucoup de choses à raconter. J'aime énormément ce concept, donc surtout, si toi aussi ça te plaît, dis-le moi, peut-être qu'on recommencera. J'essaie de faire un montage intéressant, bien habillé, bien dynamique. Donc voilà, surtout, si ça t'a plu, encore une fois, abonne-toi, active la cloche si c'est pas fait, et surtout, like le concept, c'est le plus important. En tout cas, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, tous les dimanches à 18 h. C'était Slifer.